Ça va permettre aux derniers arrivants de nous rejoindre et de ne pas prendre trop de retard. Donc, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On est très, très heureux avec David de vous retrouver. Ça fait maintenant près de 2 mois qu'il n'y avait pas eu d'atelier avec la période estivale. Et c'est vrai que pour nous, ça nous manquait d'avoir le plaisir de vous retrouver, de pouvoir communiquer avec vous sur les chiffres du marché. Je suis sûr que vous attendez avec impatience les dernières tendances, que ça soit au niveau de l'activité dans les cabinets de médecine, en pharmacie bien entendu, et puis aussi les chiffres sur le médicament et bien sûr sur le conseil et tous les segments de la pharmacie. Donc, bien sûr, vous le savez, hein, ces ateliers sont organisés par Gers Data et c'est rendu possible par rapport à la position de Gers Data au sein de l'écosystème CGDIM Pharma, où on bénéficie des données provenant de toutes les entités du groupe, ce qui nous permet de pouvoir faire ces analyses multidimensionnelles et qui pour vous sont aussi une source d'information importante. Alors, ces données sont également partagées avec les autorités de santé, hein, bien sûr, ça a été le cas pendant tout le Covid, ça l'est aussi aujourd'hui encore. On vient de mettre en place le suivi de la grippe saisonnière avec la Direction générale de la santé. Donc, c'est encore les données GERS qui sont également utilisées, partagées avec toutes les structures, la DGS, la NSM, le ministère, l'assurance maladie, le comité de suivi de la grippe qui concerne un grand nombre de ministères. Et tout cela est rendu possible à partir de toutes les données que le GERS a à sa disposition, les données hospitalières, les données de prescription avec la BASTIN, hein, qui est la base de référence au niveau de la NSM et du CEPS pour l'analyse de la prescription chez les AMG et chez les SP. Et puis, bien sûr, toutes les données d'achat et de distribution des officines, Sell-in, Sell-now, Sell-early, Sell-out, Gers Rupture. Donc voilà, sans plus attendre, je vais laisser David, qui piaffe d'impatience, de prendre le relais. Donc David, c'est à toi. Merci Patrick. Et pour le paraphraser, ravi de vous retrouver et sans plus attendre, de regarder un petit peu ce qui s'est passé en termes de médecine et en termes de consultation. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, l'activité en médecine générale, que ce soit par rapport à l'année dernière ou 2020, reste en recul, surtout cet été, moins 11% sur juillet-août. Et globalement en léger recul quand même par rapport à l'année dernière. Donc, ça va être intéressant et d'autant plus quand je regarde par rapport aux spécialités. Donc, à travers ce graphique, vous avez une base 100 qui est le nombre de consultations moyennes par médecin par médecin par mois et de regarder sur cette base 100 en 2019, de regarder comment ça a évolué parce que on va se rendre compte que sur certaines spécialités, on est en forte décroissance par rapport à l'année dernière. Mais si je compare avec 2020, vous allez me dire, oui, mais 2020, c'était une année particulière avec le Covid, donc du coup, on ne peut pas se comparer. Donc là, on a mis tout sur une base 100 2019 pour regarder un petit peu les évolutions. Donc, on peut dire qu'en cardiologue, on a une baisse de 5% des consultations par médecin. Dermatologue, on reste en croissance. C'est aussi peut-être lié à la démographie des dermatos qui fait qu'il y en a de moins. Donc, du coup, chaque dermato a plus de consultations en moyenne. Endocrino, on est en légère baisse par rapport à 2019. Croissance pour les gastro. Et on peut regarder que neurologue, on peut voir que ça reste bas par rapport à 2019. C'est un point important. Pédiatre, on est en baisse par rapport à 2019. On avait un rattrapage en 2021 par rapport à 2020 et on voit qu'on s'effrite. Les pneumos restent stables depuis la pandémie, légèrement plus faibles que
que 2019. Les psychiatres restent stables. On est retourné quasiment à l'équilibre de ce qu'on avait en 2019. Et rhumato, là aussi, comme pour les neurologues, on reste en recul par rapport à l'année dernière. Alors, l'un des sujets, c'est toujours cette téléconsultation et donc, du coup, de regarder ce que ça implique par rapport à l'usage. Alors, on a mis en miroir médecine générale et pharmacie pour voir les évolutions. Alors, calme plat, irrémédiablement plat, entre 3 et 5% pour la médecine générale. Très difficile de remonter. On le voit même dans les reportages, dans cet usage-là, on a encore ce besoin de crédibiliser cette téléconsultation. C'est comme souvent les discussions que j'ai avec mon boss, et j'en profite qu'il est plus loin là sur le fantasme qu'on peut mettre derrière des fois le télétravail, de se dire, bah voilà, est-ce que qualitativement le télétravail produit la même chose que le physique? Et ben, on a le même sujet sur la téléconsultation. Est-ce que l'accompagnement que fait le médecin ou la prise en charge de son patient est de même nature par rapport à cette pratique-là? Alors, quand on met en… Hop, excusez-moi, j'ai été plus vite que prévu. D'habitude, c'est Patrick qui le fait, ça. Quand on met en regard l'usage de la téléconsultation depuis le début de l'année par tranche d'âge, donc vous avez à gauche le nombre de consultations chez le médecin généraliste et la répartition par âge, et pareil dans la téléconsultation. Et vous voyez, globalement, on va avoir un usage de la téléconsultation qui est plus important chez les 20-50, puisqu'on est quasiment allé à 50% de plus, entre 30% pour les consultations en répartition versus 52%, avec, on le voit, sur des profils plus âgés, beaucoup plus de consultations en proportion en physique plutôt qu'en digital et en téléconsultation. Qu'en est-il sur la pharmacie? Alors, petit à petit, on a la pénétration de la téléconsultation dans l'officine. C'est aujourd'hui 13% des pharmacies qu'on en fait au moins une depuis le début de l'année. C'est quasiment un peu plus de deux fois plus que l'année dernière sur cette même période, avec une courbe de concentration qui est très importante, puisque 2% des pharmacies font la moitié de la téléconsultation, et globalement, la moitié des 13%, donc 7%, font 90%. Donc, on a encore des pharmacies qui voient un intérêt d'intégrer la téléconsultation, et l'enjeu, c'est comment je la fais vivre, comment je la mets plus en place, comment j'organise des rendez-vous, comment je m'assure que j'ai les médecins à l'autre bout du câble et de la télé pour justement faire cet accompagnement et que ça prend plus de place dans le quotidien de la pharmacie par rapport à cette prise en charge. Et là aussi, quand on met en regard le nombre d'ordonnances par rapport à la téléconsultation, là aussi, vous le voyez, on a une pénétration plus faible sur les 0-4 ans. Donc là, on a encore l'angoisse du nouveau-né où on préfère encore les consultations physiques. Par contre, dès 5 ans et allez, on peut le dire jusqu'à 50 ans, on va avoir une proportion de téléconsultation qui est plus importante en pharmacie, ce qui montre aussi l'intérêt et le rôle que va avoir la pharmacie dans cette hybridation, je ne sais pas si ça peut se dire, on va accepter oui, c'est nouveau, de cette téléconsultation qui mélange à la fois du physique et du digital au sein de la pharmacie et qui permet aussi d'avoir un recrutement ou un accompagnement d'un profil de patients plus jeunes que le suivi des ordonnances dans la pharmacie. Donc, ce qui va être intéressant, c'est vraiment ces évolutions qu'on va avoir d'un côté médecine générale et de l'autre côté officine pour voir si on va avoir ce relais et cette courroie de transmission et de parcours de soins à travers l'officine. Alors, quand on regarde l'activité officinale, et ce qui est excessivement amusant, je trouve, dans cette période, c'est que moi, ça fait quoi quelques temps aujourd'hui qu'on parle du nombre de pharmacies et il y a 20 ans, je pense, même tous les 5 ans, on disait dans 5 ans, il y aura 15 000 pharmacies. Et globalement, on continue avec cette idée-là. Et quand on regarde sur ces dernières années, vous pouvez le voir, le nombre de pharmacies baisse petit à petit, mais encore éloigné de ces 15 000 pharmacies. On en est à 20 269 en France métropolitaine, ce qui montre bien aujourd'hui
la résilience et la pertinence du réseau. Et puis, on le voit notamment avec les sujets de la pandémie, le rôle du réseau officinal en termes d'élasticité à la demande de soins. Et donc, ce rôle important. Par contre, on va avoir un impact, c'est qu'effectivement, on a toujours cette notion de ressources humaines, de numerus clausus, avec un double impact aujourd'hui, c'est que, mine de rien, des retours qu'on peut avoir des syndicats d'étudiants en pharmacie, beaucoup de places en université, en fac, ne sont pas pourvues. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un nombre de pharmacies important avec une dégradation peut-être durable du nombre de préparateurs et d'équipes officinales. Et pour autant, on va avoir un chiffre d'affaires qui se dérègle de manière importante. 36 milliards d'euros, c'était le chiffre d'affaires de la pharmacie. Et encore, je ne vous ai pas mis 2018, 2017. On était toujours autour de 36 milliards dans le chiffre d'affaires, hors tests antigéniques. Et puis, vous regardez, l'année dernière, 2021, on est passé à 38 milliards. Et sur les 12 derniers mois, à fin août, on a dépassé les 40 milliards. Donc, on voit une évolution forte du chiffre d'affaires de la pharmacie, avec un impact qui sera forcément fort aussi sur la marge, parce que du coup, on l'abordera tout à l'heure sur ces médicaments chers et l'impact qu'ils ont sur le chiffre d'affaires de la pharmacie et potentiellement l'impact sur la marge. Et quand on regarde la répartition de ce chiffre d'affaires par 3 profils de produits, les médicaments ou la prescription de ville, là, vous le voyez, quasiment moins 3 points sur ces 2 dernières années, compensé par la prescription hospitalière délivrée en ville, plus 2,8. Et pour autant, avec cette croissance du chiffre d'affaires, on peut noter que le conseil se maintient, c'est-à-dire qu'on tourne autour des 20% conseil. Alors, conseil, c'est tout ce qui est délivré par la pharmacie hors prescription. Et c'est vrai que ce maintien dans le temps montre que malgré cette croissance, ou plutôt du fait de cette croissance de chiffre d'affaires, le maintien du conseil montre que la pharmacie a vraiment de plus en plus ce rôle d'accompagnement dans la santé au sens large du terme pour le pharmacien. Quand on regarde sur cet été, alors plus 4, alors là c'est pareil, hein, c'est toujours la difficulté de mettre des chiffres dans tous les sens, mais quand je compare à l'année dernière, on me dit l'année dernière, c'est compliqué de comparer, il y avait encore un peu de confinement. 2020, on me dit surtout pas. 2019, ça fait un peu ancien. Donc, on met un peu tous les chiffres, comme ça vous permet. Et ça montre aussi la difficulté que va avoir l'ensemble des acteurs, que ce soit industriels, pharmacie, groupement, grossistes-répartiteurs, de se dire à quoi je compare mon évolution en fonction des critères et des catégories de produits. Donc, un chiffre d'affaires en termes de croissance qui se ralentit sur cet été, puisqu'on a un plus 4 versus plus 9 l'année depuis le début de l'année. Alors, principalement, toujours porté par la prescription hospitalière. Et vous pouvez le voir sur le conseil au sens large du terme. On a une croissance cet été qui n'est que de plus 1. Donc, peut-être, on peut poser un certain nombre d'hypothèses, mais peut-être que l'inflation, peut-être que les hausses de prix, peut-être qu'un certain nombre d'éléments font que cette partie-là est en décélération, si vous voulez, par rapport à l'année dernière. Elle reste fortement mieux orientée qu'en 2019. Taux de TVA, je pense, si Patrick est d'accord, ça sera quasiment une des dernières fois, puisque globalement, le 2,1 ne fait que croître en chiffre d'affaires, notamment et porté par les médicaments très chers. Alors après, c'est toujours où est-ce qu'on met le curseur et on fera des analyses avec 2 types de prix. Mais vous pouvez le voir, le 2,1 se porte bien et le 5,5, alors qui mélange plein de statuts de produits et juste à l'équilibre, 0 par rapport à l'année dernière. L'OTC décélère avec un très très bon début d'année à plus 9 et à moins 3 sur ces 4 dernières semaines. Et le 20%, du coup, malgré cette belle année solaire, n'est qu'à plus 2 sur cette période estivale et surtout sur ces 4 dernières semaines. Patrick, parlons sérieusement, le médicament remboursable, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Merci David. Ben, effectivement, hein, tu l'as souligné dans ton analyse, hein, malgré une activité en médecine de ville qui est en baisse, une activité en pharmacie également en baisse, on a un marché pharmaceutique des produits qui, lui, continue à très, très bien se porter, hein. On voit
Alors déjà, on a eu le chiffre ce matin. Donc pour le mois d'août, on a eu, malgré un nombre de jours ouvrés identique à celui de 2021, on a une croissance du marché remboursable au mois d'août 2022 de 12,3%. Donc très très forte croissance. Quand on regarde en cumul mobile, on est à plus 10% et en cumul fixe depuis janvier, on est à plus 11%. Donc vraiment un marché remboursable ville extrêmement dynamique. Et quand on regarde slide suivante, la croissance du chiffre d'affaires en cumul fixe depuis 2019, eh ben, on voit que en 3 ans, il y a eu 20% de croissance. On a un chiffre d'affaires du remboursable qui est passé sur les 8 premiers mois de l'année à chaque fois. On compare les 8 premiers mois de l'année de 12,5 milliards d'euros en 2019 à 15,1 en 2022. Alors effectivement, il y a beaucoup de raisons à cela. Il y a la sortie de nouveaux produits chers, il y a les produits prescrits à l'hôpital et délivrés en ville, qui sont des produits chers. Donc voilà, tout cela contribue à cette augmentation. Alors, quand on regarde le top 3 des classes du remboursable, en CA, on voit que les 3 classes les plus dynamiques, on trouve d'abord la L04C avec les inhibiteurs de l'interleukine, on fera un focus juste après. Ensuite, on a la R07B avec les produits de la fibrose kystique et enfin, la N07X avec les autres produits du système nerveux central. Et quand vous voyez, donc ce sont des chiffres d'affaires mensuels, hein, vous voyez qu'entre juillet 2020 et octobre 2022, ces 3 classes ont vraiment extrêmement progressé puisque on est passé pour les produits de l'interleukine, inhibiteurs de l'interleukine, d'un chiffre d'affaires aux alentours de 40 millions à aujourd'hui près de 70 millions. Pour les produits de la fibrose kystique, on était à moins de 20 millions, on est aujourd'hui à près de 50 millions. Et enfin, pour les autres produits du système nerveux central, on était à un peu plus de 5 millions et on est aujourd'hui à 45 millions. Donc, une croissance importante, plus 141% pour la R07B, plus 171% pour la N07X et plus 31%, mais avec un niveau de chiffre d'affaires extrêmement important pour la L04C, les inhibiteurs de l'interleukine. Alors justement, quand on va un peu plus dans le détail, quand on regarde les produits les plus dynamiques dans cette classe, ben on a au niveau de la R07B, donc les produits de la fibrose kystique, Kaftrio, c'est 3 produits de chez Vertex, hein, Kaftrio, Kalydeco et Symkevi, qui ont un delta de CA sur la période de 211 millions pour Kaftrio, 116 millions pour Kalydeco et plus 6 millions pour Symkevi. Pour la N07X, on a Vyndaqel et Vyndamax de chez Pfizer, plus 172 millions de delta. Evrysdi de chez Roche, plus 24 millions, et Onpatro de chez Alnilam France, plus 20 millions, donc pareil en delta. Et enfin, pour la L04C, les inhibiteurs de l'interleukine, on a Dupixent de chez Sanofi qui est à plus 49 millions, Stelara Janssen à plus 24 millions, et enfin Skyrizi de chez AbbVie à plus 14 millions. Donc, des classes et des produits extrêmement dynamiques. Alors, quand on s'intéresse au taux de pénétration mensuel des génériques, là, on voit qu'on a une relative stabilité, puisqu'on a un taux de pénétration qui se stabilise, qui est supérieur à celui des années précédentes, mais qui se stabilise aux alentours de 84,5.
Alors, bien sûr, il n'y a pas eu de nouvelles mesures et surtout, il n'y a pas eu de grosses pertes de brevets, donc ce qui explique un peu cette stabilité. Et puis surtout, on voit que l'article 66, lui, il a eu son plein effet, on va dire, au moment de son application en mars 2020 et en janvier 2020, pardon. Mais en 2022, compte tenu qu'il n'y ait pas eu de nouvelles mesures ou de grosses pertes de brevets, on a cette stabilité. Quand on regarde maintenant le taux de pénétration mensuel des biosimilaires en ville, donc on a eu une augmentation depuis le début de l'année. On a eu plus 2,9 points depuis janvier, avec un pic qui a été observé en juin. Et c'était surtout avec l'arrivée d'un nouveau biosimilaire du Lovenox et l'Enoxaparine Biogarant qui est arrivé en juin. Alors, on voit qu'il y a eu ce pic en juin et puis une légère baisse en juillet et en août. Bon, bien sûr, il y a une mise en place. Maintenant, le produit s'écoule, mais il y a quand même un taux de pénétration qui a augmenté sur cette période. Quand on fait un zoom sur les deux molécules qui ont été concernées par la mesure concernant la substitution officinale, on voit que sur filgrastim, Neupogène, il n'y a pas eu d'impact, mais on se situe à un niveau de pénétration des biosimilaires qui est extrêmement haut, à 95%. C'est très, très stable sur toute la période que l'on a analysée. En revanche, pour pelfilgrastim, donc le Neulasta, il y a une augmentation qui est observée, et en particulier depuis avril 2022, où il y a eu 2,5 points de hausse. C'est depuis la mise en place de l'arrêté du 12 avril 2022 qui a autorisé cette substitution. Alors, les ruptures, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'analyse à ce niveau-là. En fait, pour la bonne et simple raison que sur 2020-2021, on était à un taux de rupture extrêmement bas. On était à 8%, moins de 8% des produits, des taux de tension de médicaments en rupture. Mais depuis, en gros, le mois d'avril, on a une tendance quand même assez importante à l'augmentation du nombre de références en rupture, et notamment donc depuis le début de l'année, on voit que cela a été multiplié par 2. Donc l'objectif et le focus sera donné sur la fin de l'année pour bien sûr surveiller ces taux de rupture, et en espérant que celui-ci retrouve les niveaux qu'il avait précédemment, aux alentours de 8% pour les derniers mois de l'année. Alors, David vous en a parlé tout à l'heure. On a mis en place un suivi des médicaments onéreux. Vous avez déjà présenté ces chiffres-là en juillet lors de notre dernier atelier, qui est l'évolution des produits onéreux en pharmacie de ville au cours des 5 dernières années. Alors, les produits onéreux, c'est les produits dont le PFHT est supérieur à 1 930 €. Donc, on voit quand on regarde le nombre de présentations déjà entre 2017 et 2022, le nombre de présentations a été multiplié par 3. Vous ne l'avez pas sur cette slide, mais cela correspond à une augmentation à 231% des unités. Une augmentation de 231% des unités sur la période, donc depuis 2017. En CA, on voit que le CA, lui, a été multiplié sur la même période par 4 pour ces médicaments onéreux, donc 3 fois plus de présentations, 4 fois plus de chiffres d'affaires, et une augmentation en chiffre d'affaires donc de plus de 290%. Quand on regarde la part des volumes de ces médicaments onéreux à l'officine, en unité, ils représentent
moins de 0,1%. En revanche, en chiffre d'affaires, ces produits représentent 22% du chiffre d'affaires de l'officine, donc ce qui avait été mentionné tout à l'heure dans l'analyse de David. Quand on regarde maintenant, on a pris une autre segmentation et là, on s'est basé sur le taux de marge des grossistes qui est fixe au-delà de ce PFHT de 468,97 €. On voit que là, au niveau du nombre de présentations, le nombre a été multiplié par 2 entre 2017 et 2022, alors que le chiffre d'affaires, lui, n'a été multiplié que par 1,8 fois sur cette période. Et ces produits représentent presque 0,5% du chiffre d'affaires des unités de l'officine, mais en chiffre d'affaires, elles représentent 41%. Donc, une part également importante. Alors, autre analyse que l'on a souhaité partager avec vous, c'est le focus sur les pathologies aiguës et les pathologies chroniques. Alors, quand on regarde pathologie aiguë en orange et pathologie chronique en bleu, on voit qu'en CA, les pathologies aiguës ont gagné 150 millions sur le dernier cumul mobile, alors que les pathologies chroniques, elles, ont gagné plus d'1 milliard 200 millions. Quand on voit cette répartition du chiffre d'affaires, donc un poids un peu moins important pour les pathologies aiguës, alors que les pathologies chroniques augmentent. En unité, il y a une grande stabilité, que ce soit au niveau des pathologies aiguës, bien sûr, qui représentent la grosse majorité des unités, et alors que pour les pathologies chroniques, ça ne représente que 26%, mais c'est vrai que dans les pathologies chroniques, on voit des produits beaucoup plus chers. Alors, quand on regarde maintenant la décomposition de la croissance du marché remboursable en fonction des différents effets, que ce soit pour l'aigu ou pour le chronique, au niveau de l'effet prix, on voit que l'effet prix, il se concentre essentiellement sur le chronique. Et là, il y a eu une baisse de moins 2,3%, et c'est essentiellement des baisses de prix, donc sur le chronique, moins 0,5 sur l'aigu. Au niveau de l'effet volume, là, il y a eu une forte augmentation également sur le chronique, plus 2,2%. Donc, cet effet volume, il est lié à quoi? Il est lié aux nouveaux produits et donc essentiellement sur le chronique, il y a peu de nouveaux produits dans l'aigu. Enfin, l'effet structure, l'effet structure, c'est le médecin qui privilégie le nouveau produit versus les anciens dans une même classe thérapeutique. Et là, on voit qu'il y a un effet également au niveau du chronique qui est extrêmement important, puisque là, ça représente 9,4% de cette croissance, alors que ça ne l'est que de 1,4% pour l'aigu. Donc, au total, on a une croissance sur le chronique qui est beaucoup plus forte par rapport à l'aigu, et cette croissance qui est liée surtout à un effet structure, donc là, le fait de prescrire plutôt les nouveaux produits par rapport aux anciens dans une même classe. Alors, quand on regarde maintenant, toujours au niveau de ces pathologies aiguës et pathologies chroniques, le top 3 des classes à ce niveau-là, on voit que dans les pathologies aiguës, la classe la plus importante est la N02B avec les analgésiques non narcotiques antipyrétiques. Bon, là, ça, on ne surprend personne. C'est une classe qui a progressé de 30 millions. Ensuite, vous avez la J07D. Alors, ce sont les vaccins bactériens, c'est pour les nourrissons, et c'est en fait, il y a eu une augmentation importante
de 29 millions d'euros entre le cumul mobile 21 et le cumul mobile 22. Et cela est lié à la mise en place de la nouvelle recommandation vaccinale de l'HAS qui recommande fortement de prescrire ce vaccin. Et ce vaccin, c'est un vaccin de chez GSK, Bexzero, et donc qui est responsable de cette croissance. Enfin, dernière classe à progresser fortement sont les pénicillines à spectre large. Bon, là, il y a eu un effet pathologie aiguë avec une augmentation de la pathologie par rapport à l'an dernier, donc qui explique cette augmentation. Sur les pathologies chroniques, là, on voit que les trois classes les plus dynamiques sont d'abord les inhibiteurs de l'interleukine. On retrouve ce qu'on avait tout à l'heure dans la première partie de l'analyse, hein, et dans les inhibiteurs de l'interleukine, c'est les produits dont on parlait, du Dupixent, Eleras, Skyrizi, qui ont fortement progressé avec plus de 260 millions d'euros. Ensuite, on a les produits les autres produits du système nerveux central. Donc là, on a Vyndaqel, Vyndamax, Evridisi et Onpatro. Et enfin, les produits de la fibrose kystique, c'est les produits de chez Vertex, avec Kaftrio, Kalydeco et Symkevi. Donc voilà, qui ont progressé de quand même 124 millions d'euros sur cette période. Donc voilà pour cette analyse sur les pathologies aiguës et les pathologies chroniques. Un point sur les économies engendrées par les baisses de prix pour l'année 2022, toujours la même analyse, en PFHT, en économie sécurité sociale. Économie sécurité sociale, c'est les schéma de droite, et on va surtout raisonner sur ce paramètre, puisque c'est celui qui est suivi par les autorités de santé. Je vous rappelle que l'objectif 2022 de la loi de finances de la sécurité sociale était d'avoir un rendement de 825 millions d'euros en prix net au niveau des baisses de prix. On voit que depuis le début de l'année, à la fois en ville et à l'hôpital, il y a eu un fort impact, 361 millions de baisse de prix en ville, 139, alors on est en prix tarif à l'hôpital, réalisé jusqu'à juillet, et on prévoit pour les mois restants effectivement un impact supplémentaire sur les baisses de prix, plus de 200 millions en ville et 80 millions à l'hôpital, ce qui nous amène en prix brut à 780 millions d'euros projetés pour l'année 2022. Mais je vous l'ai dit au départ, ce que suivent les pouvoirs publics, ce ne sont pas les prix bruts, ce sont les prix nets. Donc les prix nets, c'est les prix bruts et on déduit les remises négociées avec le CEPS. Et si on applique le même pourcentage qu'on avait eu l'an dernier, qui était de 12%, donc on déduit à peu près 12% à ces 780 millions projetés, et on arrive à un rendement de 686 millions d'euros en prix net, soit 83% par rapport aux 825 millions attendus. Donc, des baisses de prix très importantes, hein, mais néanmoins inférieures à ce qui a été attendu. Alors, quand on compare justement par rapport à 2021, on voit qu'en 2022, on est à 780 millions projetés en prix brut, donc 680 millions en prix, 686 millions en prix net, et on voit qu'en 2021, on était en prix brut qu'à 511 millions, alors que l'objectif était de 640 millions en prix net, donc vous enlevez à ces 511 millions 12%, donc vous enlevez à peu près un peu moins de 60 millions, vous arrivez à 450 millions. Donc vous voyez que le rendement en 2022 est beaucoup plus important que celui
obtenus en 2021. David, c'est à toi pour toute la partie conseil. Et pour aller dans la continuité de ce que Patrick vous présentait, c'est quand on s'est amusé à vous titiller sur le fait qu'il fallait plus analyser par taux de TVA, c'était au départ d'un point de vue purement intellectuel. Et avec la démonstration qu'a fait Patrick, on le voit bien que maintenant, c'est quasiment vital pour le réseau officinal de raisonner autrement que par son chiffre d'affaires, puisque globalement, sur le poids que pèsent les médicaments, si vous prenez 1 930 €, c'est déjà 22% du remboursable, mais ça veut dire aussi qu'on est plafonné à une marge de 97,60 € par médicament, qui fait que le taux de marge sur le médicament remboursable va tendre à diminuer. Donc, l'enjeu, c'est comment on va pouvoir faire le relais sur le conseil, et dans ce conseil, dans un premier temps, sur la santé familiale et la nutrition. On s'est maintenu sur ce début d'année, sur les 3 dernières années, sur une croissance de plus 1, très forte croissance cette année, plus 15%. On verra quelles sont les catégories, avec un été plutôt intéressant. C'est vrai que cette année, sur cette partie conseil, avec un peu d'humour ou du mauvais humour, vous pouvez utiliser le terme que vous voulez, mais c'est vrai qu'on a eu de la pathologie hivernale et de la convivialité en début d'année qui a permis de bien partager les microbes, de l'allergie, du solaire, des moustiques. Et donc, c'est vrai que quand on regarde sur cet été les contributeurs à la croissance, le fait qu'il ait fait chaud partout en France, et c'est vrai que je pense à certains qui sont plutôt autour de Saint-Malo, et même eux ont eu chaud, même le nord de la France. Et donc, c'est vrai que du coup, beaucoup de moustiques. Et vous le voyez, on a les maux de gorge aussi qui se sont maintenus. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, on a des contributeurs à la croissance qui sont dynamiques, plus 35. Rares sont les segments en décroissance, plutôt effectivement les légères décroissances qui font toujours parfois mal au cœur, sur le rhume agrippal, le douleur musculaire et douleur et fièvre, et du coup aussi la perte de poids. Les contributeurs à la croissance sur cet été, donc portés par le moustique et par le pic, donc la Copper, Bausch + Lomb et Procter. Et puis ensuite, on a Urgo et J&J dans le top 5. Et ensuite, beaucoup de probio et de micronut avec Pilège et NHCO. Et puis, pour compléter ce top 10, on a Reckitt, Biocinex et Pierre Fabre sur justement cette santé familiale dynamique sur cet été. Alors, l'inflation, c'est l'impact que ça a sur la bourse du patient et dans le cadre du conseil. Alors, on a pris le top 100 de la santé familiale de janvier 2020 et de regarder comment ont évolué les prix. Donc, on avait une première augmentation de prix de 2 points en début d'année par rapport à l'année dernière. C'était un tout petit peu plus que l'année précédente. Par contre, vous le regardez sur la courbe par rapport à l'année dernière, on a une envolée depuis l'été de l'inflation, puisqu'on passe à 106, on a quasiment 3 points de plus que août dernier sur cette santé familiale. Et quand on prend le miroir sur les compléments alimentaires, avec l'ensemble des produits qui ont ce statut complément alimentaire, vous voyez aussi, on a 2 points de plus par rapport à l'année dernière, alors qu'on n'avait que 1,5, 1,6 sur ce début d'année. Donc, petit à petit, alors on a encore l'effet stock, on a encore l'effet achat avant l'augmentation des prix. Donc, on va le suivre dans le temps et de manière à voir effectivement comment ça évolue et derrière l'impact que ça peut avoir sur le consommateur et sur l'accompagnement du consommateur et du patient dans la prise en charge de sa santé du quotidien. On a aussi décomposé un peu cette croissance avec 3 effets, comme l'évoquait Patrick tout à l'heure, mais avec moins de noblesse. Là où on avait fait structure, histoire de s'emballer, on a mis innovation. Donc, innovation au sens, dès lors que c'est toute nouvelle référence, on a considéré que c'était une innovation. Comme ça, du coup, vous êtes tous contents autour de ce webinaire. Et donc, quand on regarde l'évolution de la santé familiale
par rapport à l'année dernière sur cette même période. On a un effet prix qui pèse pour 10%, l'effet volume quand même pour 60% et un effet innovation pour 30% pour décomposer. On verra tout à l'heure ce que ça donne sur la dermocosmétique, mais gardons cette métrique-là, 9% pour l'effet prix et un tiers pour l'effet innovation. Les poux, ça c'est un marché, comme ma fille a souvent des poux de temps en temps. Du coup, ça me fait toujours, c'est toujours une émotion quand j'évoque ce sujet, parce que je commence toujours par du bio, si tant est que ça vous intéresse, mais du coup, je continue, mais par du bio, puis à un moment donné, je passe sur du chimique. On avait un marché qui était en forte décroissance depuis la pandémie. Il n'y a pas à dire, hein, le fait que les enfants ou les uns et les autres restent chez soi. Du coup, on a été en fort recul en 2020, on a été aussi en décroissance en 2021. Et le fait qu'on se repartage, qu'on crée cette convivialité fait que le marché reprend des couleurs. Alors là, par contre, ça a du sens quand même de se comparer à 2019, puisqu'on voit que par rapport à 2019, on n'a pas regagné ce qu'on a perdu sur les poux avec le pic, vous le voyez, sur normalement ces dernières semaines. Alors, il est meilleur que l'année dernière, mais il n'atteint pas encore le niveau de 2019. Donc, ça fera du temps pour qu'on puisse partager davantage de poux. Et là, quand on regarde effectivement le top 5, on a un mix entre effectivement beaucoup de marques fortes, des marques à la fois effectivement très plutôt chimiques et une marque naturelle avec Pur Essentiel. Nutrition infantile, là, on l'a mis en regard pour regarder effectivement l'évolution de ce marché, notamment sur les dernières semaines, plus 7, et pour dire qu'à un moment donné, on va être contraint de se reposer des questions sur est-ce que c'est toujours un bon indicateur de regarder en chiffre d'affaires. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous regardez la croissance de plus 7 sur ces dernières semaines sur la nutrition infantile, quand vous regardez l'évolution des prix sur la nutrition, l'envolée du prix du lait, on avait 3% sur ce début d'année, on est quasiment à 5% sur le mois d'août et l'inclinaison de la courbe ne semble pas montrer qu'elle va plafonner. Donc, à suivre vraiment dans le temps parce que on est sur du bien de première nécessité pour nourrir les enfants, pour qu'ils puissent être beaux et vaillants comme l'a été Patrick sur toutes ces dernières années, et donc de pouvoir effectivement suivre avec, comme vous pouvez le voir, c'est l'un des segments où l'écart de prix est le plus important, avec un fort impact des matières premières et de l'inflation. Le solaire, faut bien avouer, je l'évoquais tout à l'heure, le solaire cette année, c'est une année qui est quasi magique. Sur l'été, on est à plus 40% de croissance sur le solaire, sur le réseau officinal. On verra tout à l'heure sur les parapharmacies ce que ça donne en termes de dynamique. Et quand on regarde le top 10 des contributeurs à la croissance sur ce solaire, des fortes croissances des historiques, Aven, La Roche-Posay, on a La Rosée qui fait une très belle pénétration du solaire cette année, top 3 des contributeurs à la croissance sur ce réseau-là, sur le solaire, un lancement. On a SVR qui conforte sa dynamique qu'il avait instaurée au début de l'année dernière, Bioderma également. Et puis, on va avoir des marques aussi à la fois historiques comme Vichy, on a Nux sur la beauté avec Estée Derme aussi, on a Uriage qui est dans le top 8 et Mustela qui complète ce top 10. Et la Para aussi, qui est dynamique, moins, avec quand même plus 22% par rapport à l'année dernière sur cette saison, donc sur vraiment ces mois d'été, avec SVR qui est le premier contributeur à la marge. Et donc, du coup, on a La Roche-Posay, on a Bioderma qui, comme pour la pharma, du coup, se ressaisit aussi sur les parapharmacies. Puis ensuite, vous avez Vichy et Uriage qui complètent ce top 5. Et donc, de pouvoir bien mettre en miroir à la fois la pharma et la para sur l'ensemble de ces segments. Dermocosmétique, alors là aussi, dynamique, on a un été, on l'a vu, porté par le solaire qui est très fort. On va voir effectivement comment il évolue sur ces semaines, puisque vous pouvez le voir sur la courbe, les dernières semaines, même si elles sont
au-delà de ce qu'a été 2021 et 2020, on reste plus étroit que ce qu'on avait eu en début de saison sur ce solaire. Et là aussi, on a décomposé le mix avec un effet prix qui est à 5%, un effet volume qui est faible, 14%, et un effet innovation. Donc, beaucoup de lancements, beaucoup d'évolutions par rapport à ça. Et donc, ça va montrer que sur ces mesures d'inflation, on va voir dans la slide d'après, à un moment donné, se posera la question de qu'est-ce qu'on met derrière l'inflation? Est-ce que c'est un effet innovation? Est-ce que c'est un effet augmentation des prix? Est-ce qu'il faut partir sur des produits qui étaient déjà présents il y a 2 ans pour suivre l'évolution des prix et de pouvoir le suivre au fil du temps? Mais si on regarde sur ce panier un peu de temps réel, pourquoi temps réel? C'est de se dire le consommateur aujourd'hui, quand il achète un produit, quel est l'impact sur son pouvoir d'achat et sur son évolution? Et là aussi, on a une courbe d'inflation qui est plutôt en pente dure. Quand je fais un peu de vélo avec Patrick de temps en temps le week-end, bah, du coup, là, je suis content d'avoir sorti le vélo électrique. Mais c'est vrai qu'à voir comment elle se maintient sur le mois de septembre sur ce panier. Mais c'est vrai que les gros enjeux de la rentrée, vous voyez, c'est comment on gère et on jugule cette augmentation des prix et l'impact que ça peut avoir. D'autant plus que la pharmacie va devoir de plus en plus raisonner aussi sa marge du fait de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la baisse du taux de marge sur le médicament remboursable, le relais de croissance que sera le conseil. Encore faut-il, entre l'augmentation des prix catalogue et le prix annoncé par les industriels, la hausse de la main-d'œuvre, comment on peut répercuter ces prix sur le prix de vente et comment ça va évoluer et l'impact que ça va avoir sur les volumes. Pour terminer, Patrick, l'hôpital, qu'est-ce que de belles choses à nous raconter? Alors, effectivement, sur l'hôpital, ce qui est intéressant de noter, là, vous avez l'évolution des achats des hôpitaux sur les 3 dernières années. Vous avez en orange le CA et en bleu en UCD. On voit qu'on a eu une augmentation du CA au mois d'août, bon, très légère, hein, mais il y a eu une baisse en volume. En revanche, ce qui est important de noter, c'est qu'en cumul fixe, le marché hospitalier, lui, est en décroissance alors qu'il avait connu 3 années de croissance. Alors, sur le mois, on est à plus 6,3, hein. En cumul fixe, on est à moins 1,3% et en cumul mobile, on est à plus 5,6% de croissance en CA. Alors, dans cette slide, vous voyez que le CA en PFHD est passé de 7,6 milliards à 8,9 milliards entre 2019 et 2022, et que pour la première fois depuis le début de l'année. Donc, c'est un marché qui est en régression. Alors, quelles sont les classes qui contribuent soit à cette croissance, parce que malgré le fait que depuis le début de l'année, il y ait ce ralentissement, il y a quand même des classes qui progressent fortement. Et dans ces classes-là, on retrouve les antinéoplasiques anticorps monoclonaux qui ont une croissance de plus de 20%. Les autres antinéoplasiques, eux, ont une croissance de 42%, hein, la L01X. La L01H, les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, ont une croissance de 72%. Les immunoglobulines, elles, ont une croissance de plus 14%. Et enfin, les immunosuppresseurs de plus 23%. En revanche, vous avez des classes qui subissent une baisse importante depuis le début de l'année. La L01Cal et une autre classe d'antinéoplasiques, moins 23%. Des produits du système nerveux central, la N07X, qui baisse de 37%. Les produits de la B02D, moins 9%.
les anti-TNF, L04B, moins 22%, et enfin, les anti-néoplasiques inhibiteurs de la protéasome à moins 25%. Alors, pour toutes ces variations, que ce soit pour les hausses, on a soit c'était le slide précédent, David, avant de terminer sur celui-ci. Sur les hausses, c'était lié surtout à soit des nouvelles indications, soit des multi-indications. Bon, il y a eu quelques nouveaux produits quand même. Et dans les classes en décroissance, ben, pour les produits, c'était essentiellement des baisses de prix. Il y a eu des pertes de brevets, puis aussi des produits qui sont sortis en ville, qui expliquent ces décroissances. Alors, on a voulu faire un focus sur la classe L01G. Beaucoup d'entre vous nous l'ont demandé. On voit que cette classe, en 2 ans, est passée d'un chiffre d'affaires de 260 millions à aujourd'hui à plus de 400 millions. Donc, une classe en très, très forte croissance, plus 20% en cumul fixe. Et là, c'est lié à 3 produits, hein, essentiellement. Il y a Phesgo de chez Roche, qui a été lancé en octobre 2021. Il y a le Darzalex, hein, que tout le monde connaît, qui, lui, est précédemment dans les myélomes multiples. Et enfin, Keytruda, qui a eu des extensions d'indication, notamment en avril 2022, avec le cancer du sein triple négatif. Donc, une classe extrêmement dynamique, avec des produits au sein de cette classe qui l'attirent vers le haut. Donc, voilà pour cette situation à l'hôpital. Non, j'ai oublié quand même le top 3 des produits à l'hôpital, excusez-moi. Donc, on voit à ce niveau-là que les 3 premiers produits ben, représentent, en termes de chiffre d'affaires, ils sont passés de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en prix tarif à 1,5 milliard, soit 42% de croissance. Les 3 produits, c'est les 3 produits que je viens de citer, mais je ne vous avais pas donné cette croissance. Donc voilà la situation à l'hôpital. Donc merci à toutes et à tous d'abord pour votre présence, votre fidélité. Vous avez été très, très nombreux à nous suivre pour ce 25e atelier. Merci à toute l'équipe du GERS qui nous a aidés, David et moi, à préparer cette présentation. Sans eux, on aurait beaucoup de mal à pouvoir vous présenter tous ces chiffres. Et on sera très, très heureux de vous retrouver à l'occasion du 26e atelier. Merci à tous, très, très bonne journée et à bientôt.